Le premier plateau, c'est le retour d'expérience sur les actions engagées. Nous aurons 3 participants. Emmanuel Alzuri, par ordre d'arrivée, le maire de Bidart, Marie-Angèle Aubin, qui est troisième vice-présidente de la collectivité de Saint-Barthélemy, et Anaïs Coulon, qui est doctorante en géomorphologie. Et vous êtes justement, vous aussi, à Saint-Barth. Vous allez nous expliquer tout ce que vous faites. On commence par, alors j'ai oublié les 2 autres, c'est Gilles Adelson, le maire de Macouria, et Juliette Guirado, qui est directrice de l'ODEG, mais eux interviendront sur la loi littorale, à la loi des littoraux. Donc le premier plateau, c'est le retour d'expérience sur les actions engagées. On va commencer par vous, Emmanuel Alzuri, maire de Bidart, conseiller départemental délégué au littoral et à la pêche. Vous pouvez prendre l'esquimau si vous voulez. Je pense qu'il fonctionne. Voilà. On va parler Bidart. C'est l'océan, érosion, submersion. Dernièrement, vous avez connu un phénomène, justement, d'une vague, on peut appeler la vague traîtresse. Personne s'y attendait. La parole est à vous, vous en avez pour 5 minutes. Bon, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, merci de me donner la parole. Bon, maire de Bidart en effet, Bidart c'est 6 km de littoral sur la côte basque, une côte basque qui ne fait que 35 km de long, donc j'ai la responsabilité à Bidart bien sûr, mais aussi sur la côte basque du littoral, donc parler en 5 minutes d'érosion et de submersion sur ce territoire, c'est un sacré chantier, je ne pense pas que je pourrais relever le challenge complètement. Ce à quoi vous faisiez allusion, pardon, c'est un phénomène qu'on a connu, bon, qui est un épiphénomène, mais enfin c'était la première fois de ces fameuses vagues dites cycloniques qui ont été médiatisées à la fin du mois d'août. C'est un phénomène qu'on n'avait jamais connu à cette date-là en tout cas, avec ce nom-là non plus d'ailleurs, mais qui effectivement sont venus vraiment perturber l'organisation estivale sur le littoral basque, puisque bon, plusieurs communes dont Biarritz ont fermé toutes leurs plages. Nous-mêmes on a été surpris par des vagues d'une, pas exclusivement la violence et la hauteur des vagues, mais leur caractère tout à fait particulier. Je donnais un exemple tout à l'heure à une dame qui me disait qu'elle l'avait elle-même vécu, que je venais de rencontrer au café. Et en fait, à 13h ce jour-là, il y avait des vagues énormes. Bon, toutes les plages de Biarritz étaient fermées. Nous, on n'avait pas fermé parce que plage par plage, les chefs de poste MNS, on leur avait laissé la responsabilité de voir ce qui se passait. C'était des gros coefs de marée, des vagues très hautes, très puissantes, mais qui déferlaient. La fin du déferlement était à plus de 100 mètres du bord. Donc pas de danger avéré, les gens marchaient sur la plage, certes, se baignaient parfois mais très peu, pouvaient passer d'une plage à l'autre par le sable, et tout d'un coup, 2 vagues sont venues frapper le parapet, donc ont déferlé 120 mètres plus loin que toutes les autres avant et que toutes les autres après. Et des vagues basses. Des vagues basses, mais très puissantes, qui sont venues balayer des gens qui se promenaient dans les rochers. Donc c'est un phénomène vraiment. Bon, moi j'y ai assisté parce que j'étais là-bas pour les mesures et on l'imaginait pas, et donc on a tous été très surpris. Donc c'est vrai qu'on a ce nouveau phénomène. Je sais pas ce que c'est cette affaire encore, mais pour nous, vous savez, chaque année maintenant avec le littoral, entre l'algue Ostreopsis, enfin chaque année nous amène son lot de le dérèglement climatique qui vient nous impacter. Alors on s'éloigne un peu de l'érosion et de la submersion. Non, mais c'est important parce que connaissant la côte basque. Je prends l'exemple de la plage de Guétari. La plage de Guétari, il y a 40 ans, il y avait un club Mickey. Maintenant, il n'y a plus la place de mettre un club Mickey. C'est pas la seule, en effet. Effectivement, hein, le niveau de l'eau est monté, c'est guère contestable, d'où tous les problèmes qu'on rencontre liés à l'érosion et à la submersion, comme l'ensemble des maires qui sont là. J'ai assisté hier matin à une table ronde un peu sur le sujet. C'est très intéressant, on est tous confrontés au même phénomène. Donc on essaye, les uns et les autres, de réfléchir à des solutions, mais il n'y a pas forcément une solution unique. Il est évident que quand on est le maire de Biarritz, par exemple, et qu'on a la grande plage de Biarritz, on ne peut pas reculer. C'est une ville, la plage est une plage urbaine, on ne peut pas reculer. Donc dorénavant, de plus en plus régulièrement, ils sont amenés à protéger les constructions qui sont là, en particulier le casino municipal, en mettant des big bags sur le promenoir, en adoptant avec des mesures qui sont vraiment très coûteuses et difficiles à mettre en œuvre. Dans d'autres territoires où il reste encore, où l'urbanisation ne s'est pas approchée à ce point de la mer, eh bien on peut reculer. Et moi, je n'ai pas de conseil à donner à quiconque, mais c'est vrai que sur nos 6 km, on a pu le faire sur certaines plages, démonter les protections, laisser rentrer l'eau là où on pouvait le faire. Ces fameuses solutions fondées sur la nature que certaines décrient. Mais moi, je pense que chaque fois qu'on peut le faire, c'est incontestablement les meilleures.
Après, encore une fois, on défend aussi, on fait de la lutte dure au travers, qui nous est permise par une stratégie locale de gestion des risques littoraux, parce que pour que l'État soit un partenaire, il faut l'amener avec nous dans toutes les opérations. Et une stratégie, c'est indispensable. Mais il y a aussi d'autres dispositifs que j'encourage mes collègues que j'encourage à regarder. C'est les PPA. Les PPA, plan partenarial d'aménagement, pardon. Donc nous, on en a 2 sur le territoire. On en a un pour Bidart et Guétary, justement, et on en a un pour Saint-Jean-de-Luz, avec des opérations de relocalisation, avec possiblement... Bon, alors après, c'est extrêmement difficile, c'est ce qui avait été dit. Je sais que dès qu'on dit ça, ça attire l'attention des collègues, la possibilité parfois de déroger à la loi littorale. Alors, pas de déroger pour avancer, mais de déroger pour permettre un recul qui, parfois... lui-même déroge à la loi littorale. Typiquement, on peut être amené à faire reculer un parking qui était en bord de mer, mais qui était là depuis 50 ans. On veut le renaturer, on veut le rendre à la nature. Si on veut le relocaliser à moins de, je ne sais plus combien de centaines de mètres, on est en infraction avec la loi littorale. Donc d'un côté, on gagne parce qu'on recule par rapport au trait de côte actuel, mais de l'autre côté, on n'est pas suffisant par rapport à la littorale. Donc il y a parfois des dérogations à trouver. Et j'encourage ces opérations partenariales, c'est un peu des entonnoirs dans lesquels on met tous les partenaires et à la fin, normalement, il en sort quelque chose de pas trop mauvais. Emmanuel Alzuri, est-ce que vos administrés à Bidart vous sollicitent concernant l'érosion, la submersion? Alors oui, alors il s'avère qu'aujourd'hui chez nous, territoire attractif, j'ai envie de dire le littoral appartient en grande majorité maintenant pour sa partie privée à des gens qui sont extérieurs au territoire, qui sont arrivés dans les 20 dernières années, qui ont acheté, parce que nous il n'y a pas beaucoup d'urbanisation en bord de mer, il y a des maisons qui sont relativement reculées, toutes ces propriétés elles ont été au fil du temps achetées par de nouveaux arrivants qui effectivement ont investi, certains ils sont très rares, avec la pleine connaissance du fait que ça peut durer 1 ou 2 générations et pas plus, et qui ont les moyens d'assumer ça et qui disent déjà, moi quand je partirai, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, j'irai ailleurs, pas de problème, et ma famille avec, on en a les moyens. D'autres maintenant commencent effectivement à venir vers nous, on a du contentieux sur des gens qui voudraient se protéger à tout prix leurs propriétés dans des zones qui ne sont pas identifiées dans la stratégie locale de gestion des risques littoraux comme des zones à défendre. Donc moi je leur refuse des autorisations, faire des murs, faire des coulis de béton dans la falaise, ils seraient prêts à faire n'importe quoi. Simplement on va aller au tribunal et on joue contre des gens qui ont des moyens bien supérieurs à ceux de la commune. Merci à vous et on rappelle qu'il y a une start-up justement basée à Anglette et à Bayonne, Wave Bumper, qui font justement les pare-vagues. Et ça a été très utile sur la plage de Biarritz. Oui, alors à Biarritz, ils s'en servent effectivement parce que, encore une fois, l'acuité du problème est telle sur la grande plage qu'ils tentent tous les dispositifs. Bon voilà, c'est des ouvrages béton ou plastique qui permettent de renvoyer l'énergie de la mer. Qu'on remplit de sable. On le laisse de ça. Merci infiniment à vous. Comme on dit au Pays Basque, mille esker yarna. On peut l'applaudir. Très intéressant la question de la submersion et ces vagues qu'on peut appeler traîtresses, étant donné que Emmanuel de Oliveira, le président de la SNSM, on salue la SNSM, ils sont là-bas, faut jamais oublier de passer un poste à SNSM et puis mettre un petit peu d'argent quand même, prendre un autocollant, mais il faut surtout mettre de l'argent, on le rappelle, parce que nous avons 1 million de plaisanciers en France. Ici, chaque plaisancier mettait au moins 1 euro. Ça ferait du bien à la SNSM. Mais Emmanuel de Oliveira le dit toujours hein, dans ses préventions. Il n'y a pas que la mer, la plage aussi. La plage, c'est très, très dangereux avec ce type de vague aussi. La parole à Marie-Angèle Aubin, la 3e vice-présidente de la collectivité de Saint-Barthélemy. Je vais vous dire, la salle est à vous. Dans les grandes conférences internationales, on dit « The floor is yours ». Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, permettez-moi de remercier les élus de Corse qui nous accueillent aujourd'hui. Merci à son maire, merci aux élus. Et je voudrais vous dire aussi que vous avez un très beau patrimoine et qu'il faut vraiment le conserver. Merci en tout cas pour votre accueil. Donc, Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, je ne sais pas si tout le monde connaît où se situe Saint-Barthélemy. Petite île des Antilles située au nord de la Caraïbe, communément appelée les îles du Nord avec Saint-Martin. Donc, on est depuis 2017
Saint-Barthélemy est organisé en collectivité, 2007, pardon, collectivité territoriale sous l'article 74. Donc nous avons un président, 4 vice-présidents, 19 élus au total. Donc ça c'est sur l'organisation. Donc Saint-Barthélemy est aussi connu puisque nous avons chez nous une personnalité qui était importante pour vous, notre chanteur très connu qui a décidé de finir ses jours chez nous. Vous voulez parler de Johnny Hallyday qui justement avait proposé sa maison quand la terrible tempête typhon est tombée sur Saint-Barthélemy, qui avait ouvert sa maison. Mais vous, après l'ouragan. Et vous, justement, quand on parle de ce retour d'expérience sur les actions engagées, là on a parlé de l'érosion, la submersion, on n'oublie pas aussi que dans la Caraïbe, il y a la question des sargasses. Où en êtes-vous ? Alors, aujourd'hui, particulièrement touché par les sargasses, donc depuis le début de l'année, je dirais qu'on vit une vague au niveau des Antilles, en fait, de toute la Caraïbe, très importante. Je crois que c'est la plus grosse vague de sargasses qu'on a connue. On le rappelle, Marie-Angèle Aubin, les sargasses, ce sont donc des algues brunes qui arrivent sur vos plages. Absolument. Ce qui est très dangereux, c'est quand la sargasse sèche. Parce que dès qu'elle sèche, elle dégage un gaz qui est toxique pour la santé. Qui est toxique pour tout le monde. Voilà. Donc, entre janvier et septembre, on a ramassé sur nos plages 17 000 tonnes de sargasses. Donc, c'est dire combien de grains de sable aussi on a enlevé avec, puisqu'en fait, on n'a pas de barrage actuellement. Et ce qui crée aussi de l'érosion. Monsieur le maire Emmanuel Alzuri parlait tout à l'heure des vagues de submersion qui sont arrivées chez eux. Donc, ils viennent du cyclone Erin, qui est passé très proche de nous, une centaine de kilomètres de chez nous, qui nous a ramené aussi de grosses houles. Et c'est vrai que ce sont des phénomènes inhabituels pour vous, mais c'est ce que nous, on subit chaque année. N'inquiétez pas, ça va arriver. On subit chaque année les cyclones et c'est vrai que ça fait partie effectivement des phénomènes qui participent à l'érosion et à la submersion marine chez nous. Donc ce qu'on a mis en place, vous vouliez parler de notre retour d'expérience. En fait, je pense qu'on a eu un déclic qu'on n'a pas saisi d'ailleurs après le passage du cyclone Louis en 1995, je pense qu'on s'est précipité à trouver des solutions et chaque administré qui nous demandait de se protéger, on a accepté la construction de murs sur nos plages et ça a été, je pense, une grosse erreur. Irma est arrivé, je pense qu'il y a eu un déclic un peu au niveau des élus sur des réflexions un peu plus profondes. Avec l'Agence territoriale de l'environnement que je préside. Donc, pour juste rappeler, l'Agence territoriale gère notre biodiversité, notre réserve marine. Il participe aussi à l'éducation environnementale, à la gestion de nos aires marines éducatives, nos aires terrestres éducatives. En fait, c'est un outil aussi de décision pour la décision au niveau de nos permis de construire. Il donne un avis aussi. Donc en fait, c'est notre guide au niveau de notre biodiversité. Et c'est vrai qu'ils ont été d'une grande aide après le cyclone Irma, avec les associations environnementales existantes sur Saint-Barthélemy. Ils sont intervenus tout de suite sur nos plages pour réhabiliter ce qui était possible de faire le plus rapidement possible et en mettant notamment en place avec les écoles la plantation de graines avec vraiment la participation de tout le monde, une graine, un arbre pour replanter nos plages et reconstituer au fur et à mesure. Et 2018 déjà, on avait déjà sur 3 plages, 3 de nos plages, une reconstitution qui se faisait. Oui, on va voir la partie scientifique, mais dernière question à vous. Saint-Barthélemy, il y a 2 parties, il y a la partie française, la partie néerlandaise.
Travaillez-vous avec la partie néerlandaise sur ces questions? Alors, Saint-Barthélemy est française. En fait, c'est Saint-Martin qui a deux parties. Oui. Alors, on a créé une coopération, en fait, avec toutes les îles, qui a démarré il y a 2 ans, qui s'appelle Zéro déchet dans la Caraïbe. Et effectivement, c'est plus pour la gestion de nos déchets globalement et généralement sur la partie sargasse. Merci à vous, Marie-Angèle Aubin. Vous êtes-vous mis au néerlandais, non, avec les voisins, un petit peu? Non, pas spécifiquement, non, mais on parle. En fait, c'est plus l'anglais. L'anglais, oui. L'anglais est plus connu, mais vous n'êtes pas venue toute seule, puisqu'il y a avec vous Anaïs Coulon, qui est doctorante en géomorphologie, je ne me trompe pas, et qui travaille justement sur ces projets à Saint-Barthélemy. Anaïs Coulon, vous, c'est la partie scientifique. La parole est à vous. Pour 5 minutes, hein, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, merci. On pouvait aussi applaudir Marie-Angèle Aubin quand même. Anaïs. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc au niveau de la partie scientifique, à Saint-Barthélemy, on a sélectionné une approche globale de la gestion de l'érosion côtière et de la submersion marine, parce que comme on l'a très bien vu hier durant les nombreuses interventions et avant-hier aussi, le littoral c'est un objet complexe. Hein. On a le littoral de nature, le littoral institutionnel, le littoral qui est territorialisé aussi, et c'est bien la concomitance d'aléas, d'enjeux vulnérables et de capacités de résilience qui composent le risque. Donc quand on travaille sur le risque, c'est nécessaire d'avoir cette approche géographique, cette approche globale, une entrée vraiment par le système pour fournir des réponses qui soient adaptées non seulement aux dynamiques côtières, certes, mais aussi aux contraintes et opportunités du territoire, puisque nous avons des acteurs différents, des points de vue donc différents. Et quand on demande à ces acteurs quel avenir pour les littoraux de Saint-Barthélemy, eh bien, chacun a sa propre vision. Donc cette approche globale, elle constitue vraiment l'entrée de mes recherches à Saint-Barthélemy. On va se placer vraiment avec le territoire, travailler avec lui. On a plusieurs objectifs, on a plusieurs axes méthodologiques aussi qui sont développés. Dans un premier temps, on cherche bien évidemment à comprendre les processus menant à l'érosion côtière et à la submersion marine. Et très concrètement, là, on peut aller sur le terrain avant et après la saison cyclonique, récolter des indicateurs, puisqu'on a besoin de données fiables, on a besoin de données très précises. Par exemple, on va collecter des images drones des systèmes côtiers, on va faire aussi de l'analyse photogrammétrique, on va lever des profils ODGPS pour essayer de dresser donc, les bilans sédimentaires et surtout entrevoir la résilience côtière chaque année, mais aussi avant et après la saison cyclonique. C'est très important de maintenir cet équilibre-là pour les systèmes côtiers. Également, je le disais tout à l'heure, donc le territoire côtier, on a besoin d'interroger les acteurs, de faire participer les acteurs, que ce soit les acteurs de la gouvernance dans ces réflexions, mais aussi les acteurs du monde socio-professionnel. Nous, on a beaucoup de tourisme à Saint-Barthélemy, donc on est obligé de solliciter les acteurs pour discuter avec eux, trouver des solutions communes, recueillir leurs préoccupations et surtout leur implication quant à l'adaptation, parce que le but, c'est de fournir des stratégies d'adaptation cohérentes avec les dynamiques côtières et avec les préoccupations de ces acteurs. Donc là, on mène des entretiens individuels, collectifs, pour recueillir leur avis sur la question de l'adaptation à l'érosion côtière et à la submersion marine. Et on a vraiment besoin de ce dialogue, on a besoin aussi de ces données très précises, parce que face à l'incertitude à laquelle nous sommes confrontés en contexte de changement climatique, le suivi des systèmes côtiers et la production de données est un prérequis à l'action. Les élus ont besoin d'avoir ces données pour guider les actions, guider les politiques. Et c'est en ça que la recherche-action prend tout son sens. Et dans le cadre de Saint-Barthélemy, elle se concrétise très nettement sur le terrain, puisque nous menons un projet de solution fondée sur la nature, quand c'est possible, sur 3 systèmes côtiers différents.
où nous sollicitons donc les acteurs. On a une approche vraiment locale et participative parce qu'on sait que l'implication des acteurs, leur participation, c'est un prérequis majeur à l'adaptation et ça conditionne aussi l'efficacité des actions et des solutions que l'on va mettre en œuvre sur le territoire. Donc voilà pour la partie scientifique et l'approche développée. Merci. Merci Anaïs. Vous savez, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que quand on a fait la préparation, Anaïs, dis-nous ce que c'est le CIFRE. Qu'est-ce que c'est CIFRE? Oui, alors CIFRE, c'est un format de thèse, c'est-à-dire qu'il y a 50% du temps qui est consacré à une entreprise, ici l'Agence territoriale de l'environnement de Saint-Barthélemy, et 50 autres % du temps de travail au laboratoire. Donc on a vraiment cette approche recherche fondamentale avec le laboratoire, mais aussi cette recherche-action, cette recherche intégrée sur le territoire avec l'entreprise. Vous avez vu, Anaïs, très précise. On avait travaillé ensemble avant pour préparer tout ça. Elle m'a dit, vous savez, je suis une scientifique, j'en ai pour 5 heures. Je lui ai dit, non, 5 minutes, elle y est arrivée. Marie-Angèle Aubin, question. Puisqu'Anaïs vous a parlé du tourisme, est-ce que vos administrés, est-ce que justement cette économie du tourisme, les industriels du tourisme, est-ce que tout le monde vous sollicite concernant l'érosion-submersion? Est-ce que tout le monde se sent concerné? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une grande implication et des hôteliers et enfin de toutes les structures, puisque nos plages, c'est quand même notre fonds de commerce. Et sans les plages, on sait très bien que, en fait, il faut qu'on puisse maintenir notre niveau touristique. Et il faut savoir qu'on a 25 plages, dont 15 qui sont adaptées à la baignade. Et c'est vraiment un outil indispensable pour notre île. Si on veut rester la perle de la Caraïbe, même si peut-être que... La perle de la Caraïbe, attention, hein, ici on a quand même les Antilles et la Martinique, donc c'est pour ça. Attention. C'est pour ça que je regarde. Il y a peut-être 3 perles. Hein. Je regarde un peu dans la salle parce que... Oui. Anaïs, les 25 plages, vous travaillez dessus? Oui, alors on a 8 systèmes côtiers qui sont vraiment suivis, dont 5 depuis juin 2021. Donc on a quand même de la donnée sur un temps, en tout ça fera 5 ans de données collectées sur le terrain. Et en même temps, on a une approche aussi hors sol, où on retrace l'évolution diachronique du trait de côte depuis les années 1950-1980. Donc on a vraiment une approche globale sur le territoire. Et vous, Emmanuel Alzuri, concernant les plages? Que Bidart, il y a un très beau golfe, mais il est tout en haut. On parle d'érosion et la plage. Il est très menacé d'ailleurs. C'est le golfe d'Île Biarritz. Tout le monde croit qu'il est à Biarritz, mais il est tout à Bidart. Hein, je le dis s'il y a des golfeurs dans la salle. Et donc il est très menacé. Il a 2 trous qui sont menacés. On est en train de travailler là à recomposer le parcours dans son emprise actuelle, de réorganiser les trous parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et s'agissant, je voulais juste dire un truc, parce que hier ça a été évoqué aussi à la petite table ronde sur l'érosion-submersion, relativement à la prise en compte par les habitants de la problématique du trait de côte. Parce que c'est vrai que pour certains, ça reste lointain quand même. Ça reste quelque chose qui... nous, on a eu l'opportunité, dans le cadre d'un programme européen, il y a 3-4 ans, de faire un exercice, comme on en fait dans le cadre, comme les maires en font habituellement, dans le cadre des plans communaux de sauvegarde. On a la problématique inondation, donc on fait des fois des exercices en réel sur l'inondation, on en a fait sur la pollution, sur les accidents sur la voie ferrée, etc. Et on a pu faire un exercice de prévention, plan communal de sauvegarde, dans le cadre d'un programme européen, sur un problème trait de côte, effondrement de falaise, gestion des secours, etc. Quand on l'a fait, donc en réel, avec les pompiers, avec la police, avec tout ce que... ce gros battage, ce gros cirque et cette grosse communication qui en a découlé, ça nous a vraiment mis un accélérateur à la prise de conscience. Bon, je le dis pour mes collègues maires, voilà. Merci à tous les 3. Vous avez noté une chose, il y a 2 sortes de scientifiques dans la vie. Il y a des scientifiques qui ont des sujets très précis et qui partent étudier, par exemple, dans le bas de la Creuse, et il y en a d'autres qui vont à Saint-Barthélemy. Il y a 2 sortes de scientifiques. On les remercie tous les 3. Merci à vous. Nous changeons de plateau. Et là, nous allons aborder la question de la loi littorale à la loi des littoraux, les propositions de l'ANEL. Merci à vous. Avec Gilles Adelson, qui est le maire de Macouria en Guyane, et Juliette Guirado, qui est la directrice de l'ODEG, l'agence d'urbanisme et de développement de la Guyane. Monsieur le maire, de la loi littorale à la loi des littoraux, proposition de l'ANEL, où en sommes-nous?
Déjà, remercier effectivement donc, le maire et tous les élus donc, de nous accueillir aujourd'hui, puisque nous avons effectivement découvert donc, de belles choses. Donc merci à toutes et à tous. La loi littorale, déjà, dans un premier temps, je le dis simplement que c'est un texte fondateur qui fixe des règles. Des règles qui sont strictes, des règles d'urbanisation et de protection. Donc c'est une loi unique, c'est une loi qui est dite précise. La loi des littoraux, c'est une expression que l'on peut dire générique, qui désigne un ensemble donc, de réglementations qui relatives donc à toutes les zones côtières que nous connaissons. Donc, on peut dire simplement un ensemble donc, diffus donc, de règles qui concourent ou qui concernent la protection et l'aménagement donc, de nos zones côtières. Après, effectivement, quand je parlais de règles strictes, je prends l'exemple donc de Macoria, et c'est ce qui est valable aussi pour beaucoup de villes de la Guyane, qui sont donc pour toutes les communes du moins de littoral qui sont en forte croissance. Et nous tous, nous sommes donc confrontés du moins à la nécessité de concilier véritablement donc le développement urbain, la pression foncière et surtout cette fameuse résilience climatique. Et tout ça dans un cadre juridique contraint, justement par la loi littorale, Justement, qui, justement, donc, à notre sens, à mon sens, n'est pas adapté ou peine à s'adapter à nos réalités tropicales et à nos réalités ultramarines. Cette adaptation, à mon sens, doit se faire de façon donc progressive en ce qui concerne le droit, mais aussi en ce qui concerne les politiques publiques. Et voilà véritablement ce qui devrait donc se faire afin justement de sécuriser tous les projets que nous avons, puisque nous sommes donc nous en phase de développement, et surtout sécuriser donc les procédures. Et ça nous permettrait véritablement donc de nous approprier notre littoral et de le faire vivre à la façon donc que nous le souhaitons. Je voudrais justement insister sur 3 points, peut-être 4. Insistez. Merci. Qui pourrait servir du moins de base de travail, et surtout pour conforter donc mes propos. Bon, je parlerai de la Guyane bien sûr, mais ça peut s'adapter donc à tous les littoraux présents sur tous les océans donc de cette terre. C'est la véritable nécessité de territorialiser, si on peut s'exprimer ainsi, la loi littorale. C'est simplement pour prendre en compte toutes les données biogéographiques et surtout les données foncières donc de la Guyane qui n'a rien à voir avec, par exemple, la Corse. La prise en compte des différents enjeux d'aménagement durable, que ce soit à Macoria, mais comme aussi donc plus généralement en Guyane, puisque avec un certain nombre de lois qui sont sorties, et je ne vais pas m'étendre sur cette fameuse loi ZAN, qui ne nous permet pas, ou ne nous permettra pas donc d'évoluer de la façon la plus durable possible vis-à-vis donc de nos populations. Et un troisième point, c'est le besoin véritable d'accompagnement, et un accompagnement surtout renforcé de l'État et de tous les partenaires qui œuvrent au niveau donc de l'environnement, que ce soit en ingénierie, mais aussi en termes donc de financement, simplement pour pas simplement faire des études, mais pour sécuriser véritablement tous les habitants qui sont sur les côtes et permettre un développement équilibré. Et le quatrième point que je pourrais donc évoquer, c'est cette possibilité de dérogation. Donc Juliette en parlera tout à l'heure. Mais à mon sens, la dérogation ne doit pas être une règle. C'est la loi qui doit changer. C'est véritablement la loi qui doit donc s'adapter. Pour s'adapter, il faudrait simplement que cette loi ait une meilleure intégration au niveau donc du code de l'urbanisme. C'est une intégration à toutes les adaptations avec les lois, la loi Grenelle, la loi Allure, la loi climat-résilience, c'est bon, j'en passerai parce qu'elles sont assez nombreuses. Donc c'est se faire en sorte que cette loi littorale ne soit pas simplement une loi isolée que l'on nous impose, mais qu'elle s'inscrive véritablement dans un corpus beaucoup plus vaste que des règles d'aménagement
pour justement avoir cette latitude. Et en deuxième lieu, c'est avoir cette véritable articulation avec tous les autres codes qui nous sont donc imposés, le code de l'environnement, avec toute cette préservation des zones humides, Natura 2000 et j'en passe, le code rural donc et de la pêche maritime qui réglemente un peu toutes les activités agricoles ou aquacoles sur le territoire, et bien sûr le code donc du domaine public maritime qui donne le là sur la gestion donc des plages, des ports et toutes les concessions. Donc c'est là effectivement une fois qu'on adapte, qu'on articule avec tous ces codes, on ne parle plus simplement donc de règles d'urbanisme en termes donc d'aménagement donc de notre littoral, mais aussi on parle donc de biodiversité, on parle d'économie, on parle donc de risques naturels et on parle véritablement là d'aménagement donc du territoire. Et après, nous sommes européens aussi, puisque nous avons donc un certain nombre de directives qui viennent de l'Europe et avec lesquelles la loi littorale doit se mettre véritablement en concordance sur, par exemple, la loi donc, de 1992 sur les habitats faune et flore, qui a donné donc le là sur le Natura 2000, et ça permettrait justement donc à la loi littorale de devenir un véritable espace où la gouvernance locale prendrait véritablement toute sa place. Et puis, bien sûr, c'est l'adaptation avec nos procédures locales, les SCOT, les PLU. Ça ferait en sorte, du moins, ça nous permettrait de faire que cette loi ait une véritable déclinaison locale, afin que chaque élu local puisse s'en approprier. Merci à vous, Gilles Adelson. Vous êtes le maire de Macouria. On l'applaudit. On va faire un peu d'école élémentaire quand même. On rappelle que la Guyane, la plus longue frontière française avec un autre pays, hein, c'est la frontière avec le Brésil. Oui. Et si quelques politiques français, mais ils ne sont pas là aujourd'hui, hein, il faut leur rappeler, la Guyane n'est pas une île. La Guyane est un pays, 90 000 km². Bon, ça dépendra de qui compte. Et vous devez lutter aussi contre la pêche illégale. Merci infiniment. Entre autres. Restez avec nous. Juliette Guirado, la directrice de l'ODEG, l'agence d'urbanisme des développements de la Guyane, justement, et de la loi littorale à la loi des littoraux, proposition de l'ANEL. Où en sommes-nous, Juliette? Et vous avez 5 minutes aussi. Alors tout d'abord, merci effectivement à l'ANEL pour cette invitation, et j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter un travail que nous avons réalisé avec l'ANEL et l'association Interco Outre-mer, qui a permis de faire un bilan de l'application de la loi littorale en Outre-mer. Donc ce bilan est sans appel. La loi littorale a été, en tout cas, est vécue par toutes et tous, donc tous les territoires ultramarins, comme essentielle pour la protection de nos paysages littoraux, mais également l'environnement. Par contre, elle a été jugée totalement inadaptée aux réalités ultramarines. Et notamment, ce qui a été dit, c'est que l'application est jugée rigide, complexe et surtout pensée pour l'Hexagone. Effectivement, en 86, le législateur, quand il crée la loi littorale, l'outre-mer n'existe quasiment pas pour lui, et la Guyane encore moins. D'où un certain nombre de vides juridiques, notamment en lien avec la non prise en compte du plus grand plan d'eau de France qui se situe en Guyane et notamment sur la commune de Saint-Élie. Je remercie Madame le maire d'être ici présente. Et donc cette loi jugée complexe, pensée pour l'Hexagone, est effectivement vécue comme un frein à l'aménagement sur les territoires ultramarins. De façon un peu imagée, de ce que a souhaité faire l'ANEL et Interco Outre-mer sur ce rapport qui a été publié il y a quelques mois maintenant. C'est un peu comme si on prenait la loi littorale comme une vieille dame, sage, respectable. En tout cas, moi, en tant qu'urbaniste, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce qu'on m'a appris que la loi littorale était une sorte de totem inébranlable. Mais cette vieille dame, sage, respectable, on souhaiterait un peu lui mettre des baskets fluo, peut-être un blouson en cuir, mais quelque chose qui soit un peu plus rock'n'roll et qui soit beaucoup plus en accord avec les enjeux
on va dire, plus contemporains et futurs de nos territoires ultramarins. Et il est clair que de toute façon, cette loi doit évoluer. On est toujours dans l'évolution. Tout à fait. Donc plusieurs propositions sont faites dans ce rapport. Donc tout d'abord, on a fait constat que les périmètres d'application de la loi littorale en Outre-mer étaient jugés démesurés. Je prendrai encore l'exemple de la Guyane. Faut vous imaginer que la Guyane a des communes qui sont grandes comme des départements de France. Donc demain, c'est comme si vous disiez au maire de Pau, de Poitiers ou d'Angers que la loi littorale s'appliquait chez lui. Pourquoi le maire de Pau? C'est bizarre. Oui, parce que... Voilà. Mais en tout cas, voilà, la loi littorale en Guyane s'applique à plus de 100 km à l'intérieur de terre. Donc autant vous dire que le lien terre-mer, on en est très très loin. On rappelle qu'en Guyane, les communications sont souvent difficiles entre communes. Non, on dialogue beaucoup. Pas de souci. Non, mais je veux des communications terrestres, enfin transport. Ah oui. C'est ça, je veux pas téléphone, non quand même. Non, je parle du transport. Du coup, il y a aussi le constat d'avoir des définitions relativement floues, où on a laissé finalement le législateur et notamment la jurisprudence qui est foisonnante sur le sujet de la loi littorale définir un petit peu finalement comment on allait aborder ces questions de définition. Et ça crée des interprétations très variables et surtout une insécurité juridique, sachant que la jurisprudence, il y a un seul cas en Outre-mer qui a été réellement réalisé il y a quelques années, notamment sur la Guyane. Donc le rapport, il prône sur une nécessaire adaptation et du coup de transformer la loi littorale en loi des littoraux, puisque c'est ce qui était dit en introduction en plénière, c'est que c'est une chance d'avoir des littoraux effectivement très diversifiés et qu'il nous semble important de cultiver cette diversité et qu'on puisse adapter la loi littorale aux spécificités géographiques, sociales, mais également climatiques des territoires ultramarins. Donc cela inclut nécessairement une révision des périmètres d'application de la loi littorale pour l'outre-mer. Donc on a imaginé pouvoir la calquer sur les périmètres des schémas de mise en valeur de la mer, qui sont annexés comme chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional, qui est le volet de déclinaison de la loi littorale en outre-mer, et de pouvoir introduire des dérogations ciblées. Alors, quand je pense aux dérogations ciblées, notamment, un exemple me vient en tête, et je pense que ça va faire écho à beaucoup de choses qui ont été dites hier à l'atelier sur les risques littoraux, et notamment la cartographie des risques, c'est qu'il nous semble important d'aborder la loi dans un esprit de modernité et d'anticipation, puisque on souhaite que la loi puisse explicitement intégrer maintenant les enjeux du changement climatique, donc qui vont embarquer tous les sujets qu'on a évoqués depuis même ce début de matinée, le recul du trait de côte, la submersion marine, et notamment que cette loi puisse mettre l'accent sur la protection de nos citoyens et des biens, puisqu'en fait la loi actuelle ne l'évoque pas du tout. Et donc, à notre sens, il faut que le législateur puisse concevoir le fait qu'on va devoir relocaliser un certain nombre d'enjeux, ça a été dit tout à l'heure par le maire de Bidart, et que ça va être très compliqué de le faire face à des exigences de respect de la continuité de l'urbanisation et de ce cadre juridique très flou, notamment avec l'introduction de la loi climat et résilience qui n'apporte pas véritablement toutes les réponses, et notamment réponses juridiques et financières aux collectivités. Ce rapport pointe également la nécessité de renforcer le dialogue et la concertation, notamment avec les services de l'État, puisqu'en fait, aujourd'hui, les services de l'État ont des positions, des avis assez fluctuants. Et moi, mon avis, c'est qu'il vous reste 1 minute. D'accord. Les services de l'État vont favoriser davantage leurs projets au détriment des collectivités. Et donc là, les propositions, c'est d'avoir un interlocuteur unique, comme par exemple, il existe en Corse, un préfet unique sur les questions maritimes, d'avoir des commissions de concertation locales sur le sujet de la loi littorale. Et puis également, un point essentiel, c'est la formation et la sensibilisation des élus, qui est aujourd'hui très manquante, enfin en difficulté, qui met en difficulté les élus et techniciens des collectivités, et renforcer nos actions de sensibilisation auprès de la population. Donc en résumé, ce rapport d'Interco Outre-mer et de l'ANEL appelle à une transformation globale et profonde de la loi littorale, notamment pour l'Outre-mer,
d'en faire un levier de développement intégré et non une contrainte et un frein à l'aménagement, et qui pourrait notamment désormais concilier à la fois les paysages littoraux, mais également la mise en sécurité des habitants face aux défis actuels et futurs du changement climatique. Merci à vous, Juliette Guirado. Vu vos connaissances et votre manière d'aborder les choses, il ne m'étonnerait pas qu'un jour on vous retrouve dans une future législature. Vous ne serez peut-être pas toujours en Guyane, j'ai l'impression. On applaudit Gilles Adelson et Juliette Guirado. Bravo à tous les deux. Merci à vous, merci beaucoup. Lutte contre la pollution plastique, c'est l'actualité. En août dernier, on devait avoir un traité, merci beaucoup à tous les deux, on devait avoir un traité international avec beaucoup de pays qui auraient dû signer à Genève, mais seulement voilà, le monde est partagé en deux. Il y a ceux qui veulent lutter contre la pollution plastique, il y a ceux aussi qui se disent le plastique, ça fait partie de nos économies. Donc ce traité n'a pas vu le jour, traité international, c'est reporté, c'est inédié, on ne sait pas quand. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lutte contre la pollution plastique, préserver la mer, c'est agir dès la terre. On rappelle qu'il y a des associations comme l'Expédition 7e continent, comme Plastique Odyssée. Eh bien, je reçois Isabelle Poitou, qui est fondatrice et directrice de l'association Mer-Terre, et Christine Juste, l'adjointe au maire de Marseille, conseillère d'arrondissement, déléguée au littoral sud. Isabelle Poitou. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette invitation. Vous allez nous montrer beaucoup de choses, hein. Mais vous savez, vous avez aussi 5 minutes comme tout le monde. Hein. Oui, j'ai compris. Ah, ouais. Je vais essayer de vous raconter une histoire qui n'est pas forcément très plaisante, mais voilà, le sujet des déchets, comme vous l'avez dit, l'échec du traité plastique, et pendant ce temps-là, la croissance du plastique continue. On est à 530 millions de tonnes par an, à 430 millions de tonnes par an, et l'OCDE prévoit une croissance, un triplement d'ici à 2060. Et c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours le plastique. Voilà. Tous les jours. Je vous épargne les chiffres parce que, évidemment, j'ai pas beaucoup de temps, vous les connaissez. Le projet et le propos de Mer-Terre, c'est de réduire à la source, c'est de couper le robinet de ces déchets qui arrivent malheureusement sur vos littoraux. Vous êtes les communes littorales victimes de votre position géographique et vous recevez des déchets que vous n'avez pas produits. Et une fois qu'ils sont arrivés dans l'environnement, milieu marin, cours d'eau ou terrestres, bord de route, il y a énormément de déchets abandonnés aussi à terre. Ces déchets vont se dégrader en petits morceaux de plastique, puis en micro et nanoparticules. Ici, vous avez une image d'une publication scientifique de Richard Thompson qui montre que ces plastiques sont biodisponibles sur toute la chaîne de la vie. Du plus petit organisme aux mammifères dont nous faisons partie, et nous ingérons ces plastiques par voie alimentaire mais également orale, respiratoire. Et ces micro et nanoparticules ont aujourd'hui conquis nos organes, nos cerveaux, nos systèmes, nos cellules. Ils sont au cœur du vivant. Alors l'association Mer-Terre que j'ai créée en 2000, je suis donc la fondatrice et la directrice de cette association, c'est un laboratoire. Je suis docteur en aménagement et urbanisme et je suis biologiste marin de formation aussi au départ. Et mon propos était d'apporter des méthodes pour aider toute cette communauté. Il y a énormément de gens engagés, mais chacun faisait son ramassage dans son coin. Les services techniques, ils ramassaient, tout le monde ramasse, mais personne ne se doutait au départ de la gravité de cet enjeu. Et c'était une nuisance, c'était une pollution esthétique. Et aujourd'hui, on se rend compte de la gravité du problème. Donc, apporter des outils aux gestionnaires qui ont le pouvoir, on parle de pouvoir public, ils ont le pouvoir d'agir dans les territoires. Donc on outille, accompagner, coordonner, structurer tout ce réseau d'acteurs, former, éduquer, sensibiliser, développer des outils pédagogiques éducatifs, recenser les solutions et tout ça centralisé dans une plateforme de sciences collaboratives. J'étais monomaniaque depuis 2006 au sein des ateliers auprès du ministère pour créer un observatoire national. Aujourd'hui, nous y sommes arrivés, nous accompagnons l'État, les collectivités territoriales et les entreprises. Notre objet, c'est réduire à la source, identifier ces déchets. La caractérisation, ça veut dire mesurer leur désopération, le poids, le volume et les types de déchets. Et tout ça, c'est pour agir aussi dans les territoires. La plateforme Zéro Déchet Sauvage, elle est donc construite au départ sur la région sud. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été très très porteur sur ce projet, elle a financé ma thèse.
Et avec le ministère et le Muséum national d'histoire naturelle, on a créé cet outil qui aujourd'hui centralise plus de 700 structures et nous nous appuyons sur des copilotes dans les territoires. On ne crée pas des antennes de Merter, on s'appuie sur des sachants, des gens engagés dans un réseau local et on les forme, on les accompagne. Donc on va développer aussi toute une partie formation et accompagnement au sein de l'association. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 associations dans cette plateforme. Ce sont souvent des gens très formés sur qui on s'appuie, des scientifiques aussi, ils ont des formations assez poussées, des associations d'éducation à l'environnement et aussi des collectivités territoriales. Le propos aujourd'hui, c'est d'accompagner les collectivités territoriales dans leur plan de lutte déchets abandonnés diffus. Les résultats dans cette plateforme montrent que les littoraux et les cours d'eau sont les lieux où on trouve une densité la plus importante des déchets. Donc c'est là qu'il faut prioriser les actions. On va hiérarchiser l'action grâce à ces données objectivées. Et c'est un moyen de pacifier les dialogues sur de la donnée factuelle. Et les résultats montrent également que ce sont les plastiques en bleu ciel. Et à l'intérieur de ces plastiques, les mégots représentent une énorme, un fléau dramatique. Dans cette plateforme, on peut requêter par type de milieu, par secteur d'activité économique. C'est un vrai outil de pilotage pour les collectivités territoriales de leur plan de lutte. Et on voit que ce sont des emballages alimentaires en majorité, donc les filières REP également. C'est possible de requêter selon les filières à responsabilité élargie du producteur. On voit que c'est le tabac et les emballages alimentaires. Donc, les communes littorales, vous êtes témoins, malheureusement privilégiés, de cette réalité. Vous recueillez ces déchets qui descendent des bassins versants. La thématique de cet atelier, c'est comment réduire à la source et empêcher que vos littoraux ne reçoivent tout ça. Donc notre souhait, c'est que vous puissiez, je rêve, j'ai des rêves, moi, et j'essaye d'arriver toute ma vie à les réaliser. Et l'un de ceux-là, depuis que j'ai créé cette association, c'est de travailler avec les collectivités territoriales pour créer un réseau de surveillance et d'évaluation des politiques publiques, de l'action publique. Merter, c'est un laboratoire qui évalue l'action publique grâce aux données partagées. Et donc cette plateforme Zéro Déchet Sauvage, mais en fait c'est un outil pour piloter et évaluer l'action publique grâce à un tableau de bord. La commune de Marseille, je suis avec Christine Just aujourd'hui, qui a un engagement très fort sur la question des déchets abandonnés. Et on a une dynamique d'association aussi très importante. Et voilà, aujourd'hui, on a énormément de données. Elles servent dans le plan de lutte déchets abandonnés diffus, notamment aussi avec le Parc national des Calanques et les pages UCA. Mais je vais laisser maintenant la parole à Christine. Ah ben, si vous faites mon boulot, c'est génial. Merci. On applaudit. Petite information, parce que Gilles Adelson va m'excuser, mais j'ai oublié de le signaler, que les travaux menés pour l'adaptation de la loi littorale ont été menés de concert par l'ANEL et Interco Outre-mer. Voilà. Maintenant, place à la ville de Marseille avec Christine Just. Vous êtes adjointe au maire de Marseille, conseillère d'arrondissement, déléguée au littoral sud. Et vous voulez nous parler de ce désastre écologique suite aux intempéries, grève des éboueurs en octobre 21, l'électrochoc avec une mise en place d'un plan d'action qui n'existait pas à la ville, et à l'été 25, 2 actions jamais réalisées par des collectivités pour éviter justement les déchets plastiques en mer, c'est-à-dire une brigade propreté pour nettoyer des rochers et une brigade pour nettoyer le 1er mètre dans l'eau. La parole est à vous. Oui, merci. Et en fait, bon, je le dis pas trop fort, mais lorsqu'on m'a donné mon adjointure, on m'a dit environnement, biodiversité, parce que je suis une élue écologiste. Jusque-là, ça allait. Puis on m'a dit déchets, propreté. Et là, j'ai dit, j'ai dû faire quelque chose de mal, parce que je trouvais quand même que c'était sacrément une... Et en fait, c'est tout à fait cohérent. Et vous voyez ici les images. Nous venions d'accueillir le Congrès mondial de la nature à Marseille, l'UICN international. Et on a eu ce que vous devez aussi connaître, un épisode climatique violent. Maintenant, c'est chaque année, à peu près la même époque. Donc sur nos plages, puisque nous sommes, comme vous, on a le plus beau littoral, 57 km. Mais enfin, on a aussi 870 000 habitants, 5 millions de touristes et un fleuve. Et là, forcément, le fleuve qui a dragué tout ça, parce que ce fleuve sert principalement à nettoyer l'assainissement. Mais là, en cas d'orage, eh bien, on le relâche. Et là, vous êtes sur l'embouchure, sur nos plages. Donc voilà ce que le monde a découvert, alors que le monde était à Marseille. Voilà ce qu'on a trouvé sur nos plages. Donc du coup, moi, j'ai dit, ma feuille de route, ça sera 0 déchet, 0 plastique. Il faut viser les étoiles lorsqu'on veut aller sur la Lune.
Donc, ma feuille de route. Donc, alors, lors du congrès mondial, j'ai eu le plaisir de signer la charte fleuve sans plastique, parce que, comme je le disais, un fleuve, ça drague sur les berges tout ce qui n'a pas été ramassé. Et par la suite, nous avons signé également la charte plage sans plastique. J'ai réuni également tous les acteurs, parce que vous savez, vous qui êtes des élus, que vous n'avez pas tous les moyens pour agir et que seul, on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai réuni tous les acteurs des déchets. Nous avons des comités d'intérêt de quartier, des associations absolument fantastiques qui ont tenu pendant des années les nettoyages citoyens. Et enfin, en janvier, nous avons repris l'entretien de nos plages. Vous savez que les plages, c'est l'État. Et l'État nous a concédé l'entretien des plages que nous sous-traitions. Nous avons repris cette action pour être beaucoup plus actifs sur la préservation de la Méditerranée. Grâce à Citeo, bien sûr, qui est intervenu lors d'une table ronde hier, parce qu'on a besoin de tous les acteurs. Nous avons aussi déployé sur l'ensemble de nos plages et de nos parcs le tri sélectif, c'est un petit sujet. Et enfin, nous avons levé la main pour participer, toujours avec Citeo, à un plan de lutte déchets abandonnés, également avec Alcom, qui est l'éco-organisme sur les mégots, puisque les mégots, c'est du plastique, comme vous le savez tous. Et nous avons pu mettre en place, pour la première fois, un plan de lutte excessivement ambitieux, à la fois avec les moyens de la ville, pour aller toujours plus vite, toujours plus loin, et surtout avec des associations qui ont levé le doigt également, et dont Merterre pour la caractérisation, et tout un tas d'associations. Vous avez cité Plastique Odyssée, c'est un Marseillais. Eh oui. Le jeune Simon, qui est sur un bateau en ce moment. Simon Bernard. Simon Bernard, qui est un reparti. Marseillais. Enfin, Il n'y a que des Marseillais fantastiques. Qui n'arrête pas de naviguer. Hein, qui n'arrête pas de naviguer dans les pays où malheureusement il n'y a pas de filière de valorisation du plastique et des déchets. Et lors de ce congrès mondial en 2021, un des grands thèmes qui est revenu, c'est que le premier levier d'action de nous élus, parce qu'on n'en a pas des millions d'actions, c'est la commande publique. Je ne parlerai pas de mon opinion sur l'UGAP, le fameux catalogue où on est quand même bien en mal de respecter la limite sur le plastique. Vous avez dû tous le constater, si ce n'est aussi des coûts exorbitants. Donc on a voté à plusieurs reprises, on améliore notre commande publique, ça c'est important. On a fait pour la première fois en 2024, c'est la première fois qu'on allait nettoyer les rochers. Jusqu'à présent, on envoyait les associations, c'était toujours les associations et citoyens qui nettoyaient les rochers parce que c'est compliqué d'envoyer des agents. On peut se blesser, on a beaucoup d'arrêts maladie, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était toujours les assos qui s'y collaient. Là, j'ai créé la première brigade rochers, parce que dans les rochers, il y a des tonnes de déchets. Donc ça a été grâce au plan de lutte de Citeo, que je remercie encore une fois. Et nous avons recommencé en 2025, et là, nous avons créé la première brigade du 1er mètre dans l'eau. Parce que vous avez dû tous constater, il s'est passé un truc après la Covid, on a tous changé notre façon de consommer. On consomme partout et en tout lieu. On a Uber Eats, peut-être pas en Guyane, mais les gens vivent sur les plages, consomment sur les plages. On voit plus de glacières, on voit que des livreurs, etc. Et ça produit des tonnes de déchets et de plastique à usage unique absolument terrifiants. Donc là, on a voulu vraiment sensibiliser dans les écoles, sur les plages, avec des services civiques. On a nettoyé dès 4 heures du matin, on tamise, on grappille, on met du tri sélectif partout. Toute la journée, on a des brigades qui grappillent. Et jusqu'à 3 heures du matin, la dernière benne qui collecte. Nous avons réitéré en 2025, et là on a fait encore plus fort, on a nettoyé le 1er mètre dans l'eau, parce que les gens, il fait tellement chaud, on a eu des canicules comme vous, donc les gens mangent dans l'eau. Donc le 1er mètre, c'est là où on peut éviter que le plastique ne se dissémine, on a agi. Et donc ça a été, après la brigade Rocher, la brigade du 1er mètre, et puis comme toujours, on vise les meilleurs ambassadeurs pour nous, ce sont nos enfants. Donc on a énormément d'actions avec les associations dans les écoles. Et cette année, comme l'année dernière, on a distribué une gourde, puisque Merterre, grâce à ses procédés de caractérisation avec toutes les associations, elle est un peu comme un grand parapluie des associations. On voit qu'est-ce qu'on retrouve chez nous. En premier, Heineken. En deuxième, Cristalline, la bouteille en plastique. Et en 3, c'est peut-être un peu marseillais ça, le Capri Sun. La drogue du bac à sable, vous savez, ces petites gourdes d'eau sucrée qui font des obèses et des diabétiques. Donc tout ça, ça nous permet aussi de constater qu'il faut changer les habitudes. Donc on a distribué des gourdes, on peut boire de l'eau, c'est pas mal, de l'eau du robinet. Et on peut également avoir une boîte goûter 0 déchet. C'est bon pour la planète et c'est bon pour la santé. Parce qu'en fait, moi je suis membre de l'UICN, comme certains d'entre vous. On a porté une motion Une seule santé, One Health. À la COP biodiversité, on la représentera là bientôt au congrès mondial UICN et à la COP ABLM. En fait, il faut tout changer et donc le plastique, nous,
on n'est pas producteur de plastique. Vous n'êtes pas producteur de plastique. Et on n'est pas aidé. Vous avez tous la loi AGEC, 7 flux. Mais qu'est-ce qui nous permet d'imposer ces 7 flux? Qu'est-ce qui nous permet d'imposer la limitation du plastique, la limitation de l'emballage, la guerre au plastique à usage unique? En fait, on est seul. Vous êtes seul, comme moi, face à un manque total de moyens, face à des injonctions que nous avons. Et c'est pour ça que nous avons distribué ces petites boîtes zéro goûter. On compte sur nos jeunes Marseillais pour pouvoir agir. Oui, il est récalcitrant. Hein. Voilà. Là. Ouais, bon. Vous avez raté les magnifiques agents en train de nettoyer le premier mètre dans l'eau. Donc, comme on dit à Marseille, à jamais les premiers. Eh bien, merci à vous, Christine Just. Vous n'êtes pas seule. Vous étiez avec Isabelle Poitou. On les applaudit. Merci à toutes les deux. Vous pouvez rester, Vous allez voir, c'est très intéressant ce qui va suivre. Ça va être merveilleux. Comme ce qui est passé, tout est bien. Et maintenant, place au Conservatoire du Littoral, puisque 50 ans de travail en commun avec les collectivités locales. Philippe Vandemel, le directeur général du Conservatoire du Littoral, est avec nous. Bienvenue, Philippe Vandemel. Bonjour. Même punition pour les autres, hein, 5 minutes. 5 minutes. 50 ans quand même. Et à Philippe Vandemel, 50 ans, et nous sommes l'année de la mer. Vous me rajeunissez à 50 ans. Donc c'est effectivement cette année, ça fait 50 ans que la loi du 10 juillet 2075 a créé le Conservatoire du Littoral. Avec cette mission, c'est que ce conservatoire contribue à un objectif qui avait été fixé au moment de la loi dans les débats parlementaires, qui fait que notre pays a vocation à disposer d'un tiers de son littoral naturel, préservé ad vitam aeternam. Le conservatoire est un des outils qui a été créé à ce moment-là. Pour mener à bien cet objectif du tiers littoral, nos missions sont assez simples. Protégés par l'acquisition foncière, donc nous achetons les terrains et depuis 50 ans nous achetons, bien sûr sur des périmètres définis par les collectivités locales et approuvés par le conseil d'administration. Nous sommes aujourd'hui à 220 000 hectares achetés, 18% du littoral, donc on est encore assez loin du tiers. Et c'est cette dynamique-là qui est présente et qui continue et qui continuera encore dans les... Le deuxième enjeu, c'est d'accompagner la gestion. Nos gestionnaires sont les collectivités locales. Qui sont pour la plupart du temps les collectivités locales, alors de tous les niveaux, hein, et qui sont les gestionnaires au quotidien de ces terrains, qui font l'animation, qui font l'entretien. Le troisième enjeu, c'est de valoriser ces terrains. Alors valoriser, c'est renaturer, mais aussi valoriser les biens culturels. Il se trouve que sur le littoral, il y a quand même beaucoup de biens culturels. Dans nos acquisitions, on a finalement acheté près de 100 monuments historiques, et des centaines de monuments mémoriels. Et donc c'est aussi partie de notre mission de rappeler l'histoire de ces littoraux avec les collectivités locales. Le quatrième enjeu, c'est de partager ce bien. La loi nous impose d'ouvrir au public ces terrains achetés. Alors d'ouvrir au public avec des précautions, avec ce qu'il faut pour ne pas altérer la nature qui est sur ces sites, mais de l'ouvrir au public, d'en faire un bien commun, partagé. Et le cinquième objet, mais qui est à la fois, c'est alimenter la connaissance sur les littoraux, qui est d'ailleurs aussi un préalable à toutes les autres actions. Et c'est notre rôle. Et ce que vous voyez bien et qui est évident, c'est que ce rôle, on ne le fait pas seul. D'où les 50 ans de littoral en commun, parce qu'on le fait en partenariat avec les collectivités locales, à tous les niveaux, en permanence. Et c'est cet enjeu-là qui est fort. Et c'est d'ailleurs, j'en profite pour remercier le président Yannick Moreau, qui très rapidement a accepté, je ne sais pas s'il est, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il est encore là. Il est là. Voilà, qui a très rapidement accepté l'idée qu'on signe un partenariat de long terme entre l'ANEL et le Conservatoire du Littoral. Et j'en profite pour remercier aussi Jean-Charles Orsucci, qui nous accueille aujourd'hui et qui signera tout à l'heure cette convention, juste après la clôture, pour formaliser ce partenariat. Et je crois que c'est un enjeu, important. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Je pourrais prendre l'exemple, puisqu'on est en Corse, de l'île de la Pietra, qu'on a acheté, sur lesquels on a fait avec la commune de l'Île-Rousse des travaux de réhabilitation du phare, mais de restauration de la nature. Je pourrais parler aussi avec mon ami du Gros-du-Roi du phare de l'Espiguette qu'on a rénové et de la restauration naturelle qu'on va proposer à côté. Donc c'est ce travail collectif et je pense que c'est assez logique avec cette logique de bien commun. Et je voudrais insister sur un dernier aspect parce que c'est un sujet qui vient toujours, c'est comment on travaille à l'adaptation au changement climatique. Alors assez naturellement, une partie de nos terrains achetés depuis 50 ans vont être
touchés par la montée des eaux, touchés par la submersion, touchés par l'augmentation des vents, touchés par la limite du biseau salé. Vous savez, non seulement les eaux montent, mais le sel remonte. Expliquez-nous le biseau salé, tout le monde ne sait pas. Le biseau salé, c'est la montée des eaux salées en souterrain dans les nappes qui viennent perturber l'arrière et les nappes souterraines d'eau, les nappes phréatiques, mais aussi l'agriculture. Et puis il y a aussi la remontée de ce qu'on appelle la limite de salure des eaux dans les fleuves, où effectivement la mer remonte de plus en plus loin. Et donc nous avons lancé 2 programmes avec de nombreux partenaires. Il y a une dizaine d'années qui s'appelait Adapto Plus. Le conservatoire très tôt s'est préoccupé des solutions fondées sur la nature. Adapto, puis Adapto Plus aujourd'hui, pour accompagner des territoires à titre expérimental et essayer de former une méthodologie. Alors on le fait bien sûr avec des partenaires, les collectivités locales, la Banque des territoires, je vois nos amis du CEREMA qui sont là, qui sont présents, le BRGM, pour trouver des méthodologies, accompagner les territoires, parce que face à ces défis d'adaptation, ce ne sont que des projets territoriaux qui se font. Nous pouvons, nous, Conservatoire du littoral, apporter la connaissance sur les solutions fondées sur la nature, qui ne résolvent pas tout. Notre appui en termes d'opérateurs fonciers, des espaces naturels, pour voir comment on peut intervenir, et aussi de l'expérience acquise depuis une trentaine d'années par les expériences Adapto et Adapto Plus, un rôle d'accompagnement, accompagnement maîtrise d'ouvrage, de l'animation des projets de territoire sur l'adaptation au changement climatique. Je vois qu'on me demande de fermer, j'arrête. Merci à vous. Merci Philippe Vandemel, le directeur général du Conservatoire du littoral. La parole est à Robert Crost, qui est le maire du Grau-du-Roi, le président délégué de l'ANEL. Justement, monsieur le maire, monsieur le président, la parole est à vous. On parle du Conservatoire du littoral. Tout à fait, vous saluez toutes et tous et me réjouir de ce partenariat avec le Conservatoire du littoral. Et je pense que, de façon très, très humble, je veux souligner et illustrer les orientations que vient de présenter le directeur du Conservatoire du littoral. Et je vois beaucoup de mes collègues maires des littoraux qui pourraient être à ma place et témoigner de la même façon. Je vais aussi assumer ma casquette de président de la communauté de communes Terre de Camargue, parce que tout à l'heure il a été évoqué pour la Guyane, la loi littorale, les zones humides, les littoraux qui pénètrent le territoire, et nous, communauté de communes Terre de Camargue, et je veux saluer ici la présence de la mairie d'Aigues-Mortes avec ses techniciens qui ont adhéré à l'ANEL récemment, et prendre point par point les éléments, et ils ont été dits, mais je veux les illustrer sur des faits concrets. D'abord, il vous reste 4 minutes. Sur la ville du Grau-du-Roi, 5000 hectares. 1000 hectares ont été acquis par le Conservatoire du littoral. 1000 hectares protégés et inaliénables. Ça a du sens. Ils ont une haute plus-value environnementale, une haute plus-value en biodiversité et une haute plus-value en attractivité, parce qu'ils ne sont pas forcément sous cloche. Nous les gérons, c'est vrai. La commune s'investit pour les gérer avec une convention de gestion avec le Conservatoire des espaces naturels. Il faut en parler. Je vous souligner aussi Rivages de France, qui rassemble en association avec M. Réau, vous le savez, les gestionnaires. Et ça, c'est important d'avoir cette instance de travail et de dialogue. Et aussi, bien sûr, les solutions fondées sur la nature pour traiter la question de l'évolution du trait de côte. Au Grau-du-Roi, nous avons établi, avec le Conservatoire du littoral, avec le CIMADREM, avec le ID, nous avons établi un cordon dunaire de second rang de 11 km. Ça veut dire que là, nous acceptons que la mer puisse pénétrer le territoire, nous l'attendons en second rang, et sur ce territoire, en adaptation, ça ne s'applique pas partout, et je suis de ceux qui disent que sur certains points, il faut continuer à protéger. Là, nous sommes en capacité de protéger différemment, d'accepter que la mer pénètre et de l'attendre en second rang, et de ne pas forcément établir des murs partout. Et ensuite, c'est la valorisation du patrimoine. La valorisation du patrimoine, vous l'avez cité, monsieur le directeur, nous avons, avec le Conservatoire du littoral, qui était affectataire d'un monument historique, le phare de l'Espiguette, et ça a été réalisé aussi sur d'autres territoires, valoriser, d'abord conserver, valoriser ce patrimoine qui est aujourd'hui ouvert au public et qui est un point fort
du grand site de France de la Camargue gardoise. Et je sais qu'ici, on se préoccupe, n'est-ce pas Marie-Jo, du grand site de France également, parce que nous avons aussi intérêt à protéger ces joyaux qui sont aussi nos pôles d'attractivité et que nous voulons transmettre aussi de cette belle façon. C'est comme ça qu'on considère les choses. Et dire également que, permettez-moi de le dire, monsieur le directeur, que nous sommes aussi dans ce partenariat des assembliers. Je prends ma casquette de président du syndicat mixte de la Camargue gardoise. Nous parlions de salinité tout à l'heure, de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires. Parce que qu'est-ce qui a été dit dans tous les ateliers? Qu'est-ce qui a été dit ce matin? C'est la nécessité du dialogue, de la rencontre permanente. J'ai participé à des travaux donc, avec Gilles Bernardi donc, récemment dans le Var, où mettre les gens autour de la table, se parler, parce que les enjeux, les défis, ils sont là, et à travers ces instances, nous sommes en capacité de nous parler et d'avancer ensemble. C'est fondamental. Quelquefois, ça frictionne. Il faut le dire, parce que les intérêts sont divergents. Chez nous, en Camargue insulaire, je parle avec mes amis d'Arles, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et Christelle Hayet, maire des Saintes-Maries, était là tout à l'heure. Il y a des tensions sur les usages. Évidemment, qu'on soit pêcheur, qu'on soit chasseur, qu'on soit éleveur ou acteur de l'économie touristique. Et je crois que là aussi, avec le conservatoire, on doit favoriser ces dialogues permanents. Merci en tout cas d'y contribuer. Merci à vous, Robert Croce. Vous êtes le maire du Gros-du-Roi. Bravo. Nous allons conclure avec une ONG qui a un titre anglais, Coral Gardeners, qui veut dire les gardiens du corail. Et gardien du corail, il est avec nous, c'est Constant Müller-Braun. Constant, pareil, hein, visuel, 5 minutes. C'est parti. Allez, merci beaucoup. Je crois que je suis le dernier avant la pause. Je vous remercie déjà pour l'invitation aussi au nom de l'ONG hein, qui est basée à Moorea, donc c'est l'île sœur de Tahiti. J'en profite aussi pour faire une petite passe décisive sur ma gauche et remercier Terre-Mer et tout le travail qui est fait, Mer-Terre, pardon, et tout le travail qui est fait à Marseille, parce que j'habite à Marseille. Il y a 2 jours, il y a eu des intempéries de fou. À 7h du mat, les gens étaient sur la plage en train de nettoyer. Ça fait 8 ans que je suis à Marseille. Ça, c'est le lobby marseillais, ils sont tous là. Voilà, non, mais je veux dire, c'est exceptionnel et je fais beaucoup d'apnée, de plongée. Je suis dans l'eau tout le temps. En effet, il y a des canettes de Heineken partout. C'est horrible de voir ça tous les jours et le travail qui est fait fonctionne. Il y a un gros travail qui est à faire sur la sensibilisation et l'éducation et je vais vous expliquer comment on fait chez CG. Mais je vois au quotidien des gens jeter des sacs de McDo par leur voiture, des mégots par terre, et j'ai envie de klaxonner quand je suis derrière eux, ça me rend dingue. Donc c'est une sensibilisation qu'on doit tous faire à notre petite échelle au quotidien, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Pour revenir à pourquoi moi aujourd'hui je vais vous parler des programmes d'adoption de récifs coralliens à Moorea, en Thaïlande et maintenant aux îles Fidji, puisqu'on a 3 lieux maintenant, alors que je suis né à Strasbourg, que je suis un Alsacien pur souche et que maintenant j'habite à Marseille. C'est parce que c'est ma passion depuis 8 ans. Et Moorea, en Polynésie, on peut saluer nos amis de Polynésie, Yaorana. Yaorana. Et du coup, je vais vous parler de ce qu'on fait nous au quotidien et pourquoi les récifs ils rendent des services exceptionnels pour le littoral et pour les écosystèmes côtiers. Il y a plusieurs raisons. Une des premières et celle qui est mise en avant en grande majorité, c'est le fait que les récifs abritent 25% de la biodiversité marine. Un quart des espèces qui soit y vivent, soit y chassent, soit y pondent. Donc toutes les espèces marines confondues. Un quart de la biodiversité marine. Les récifs, ils jouent aussi un rôle qui est exceptionnel pour absorber l'énergie des vagues. On a parlé de l'érosion, on a parlé de ce problème, hein, et pour les îles, c'est un problème qui est un problème quotidien. C'est plus de 97% de l'énergie des vagues qui peut être absorbée en fait par une barrière de corail, par un récif. C'est pour ça qu'on appelle ça un reef break, c'est pour ça que les gens qui surfent les reef breaks ont des vagues exceptionnelles, parce qu'elles cassent presque toute l'énergie des vagues. Surtout derrière elles créent des zones très calmes, plates, les lagons, qui permettent aussi le développement d'une mangrove, qui permettent le développement des herbiers marins et qui permettent d'abriter encore plus d'espèces. C'est identifié, donc ce triangle, ce trio-là, par le GIEC comme l'écosystème le plus productif au monde en termes de biodiversité. Donc c'est des solutions fondées et basées sur la nature, vous les connaissez. Par contre, c'est méconnu, hein. Vous connaissez tous les arbres, vous avez envie de planter des arbres, vous voyez le plastique du jour au matin dans la rue, vous avez envie de ramasser du plastique.
mais vous connaissez très peu le corail. Moi, je ne suis pas un biologiste, mais maintenant, on est plus de 90 dans l'ONG et on a des PhD de Berkeley et des biologistes marins qui pourraient vous parler de ça pendant des heures. De mon côté, je m'occupe des programmes d'adoption. Mon but au quotidien, c'est de faire en sorte que des gens partout dans le monde adoptent un corail. On dit adopter un corail parce que le corail est un animal qui grandit autour d'un squelette calcaire, qui vit en symbiose avec une algue, la zooxanthelle, qui elle-même fait de la photosynthèse. C'est extrêmement complexe, on n'a pas le temps en 3 minutes, il me reste, de vous en parler aujourd'hui. Déjà moins. Mais c'est juste avant la pause, donc au pire, il y aura 2 minutes de moins sur le café. Mais du coup, c'est un écosystème qui est exceptionnel, qui va permettre, au-delà de casser l'énergie des vagues, de retenir aussi les sédiments, donc d'éviter que l'érosion soit trop rapide pour les îles. Mais il va permettre aussi 2 choses pour les écosystèmes côtiers et pour l'économie. C'est la pêche et c'est aussi le tourisme. On en a parlé tout à l'heure, on commence des projets à Saint-Barth d'ailleurs, on peut s'écrire. La pêche, les locaux, ils dépendent de la pêche pour vivre. Dans les récifs de coraux, il y a les poissons qu'on va manger, qu'on va vendre au marché, mais il y a aussi le fait que les écosystèmes autour des coraux et des récifs soient exceptionnels et ils sont magnifiques. C'est ce qui m'a fait, moi, passer de travailler pour un énorme groupe à Genève pendant 6 ans qui s'appelle Procter & Gamble à depuis 8 ans m'occuper des récifs coralliens. En fait, c'est un truc qui vous marque, il faut mettre la tête sous l'eau, il faut aller nager dedans. C'est pour ça que les touristes reviennent sur les îles et c'est pour ça que les îles peuvent vivre en fait de ce tourisme-là. Donc on fait de plus en plus de partenariats aussi avec les hôtels qui décident de protéger les barrières qui sont juste devant chez eux puisque ça a un attrait immédiat. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Le problème avec les coraux, je le mentionne rapidement, 50% sont déjà morts, à l'heure où on parle. 90% pourraient disparaître d'ici 2050. Ça pourrait être le premier écosystème que vous et moi dans la salle on voit disparaître de nos propres yeux. Alors que c'est arrivé avant les dinosaures, ça fait un moment que c'est là. La beauté de la chose, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Le travail qu'on fait sur le terrain, il fonctionne. Les coraux sont résilients. Il y a des espèces qui, du coup, mutent naturellement et s'adaptent au changement climatique et au réchauffement. Donc on peut travailler sur ces sujets-là et je vais vous montrer le travail qu'on fait. Notre mission, elle a 4 aspects. On restaure le récif, on travaille sur le terrain, on a des équipes de gardeners qui vont dans l'eau tous les jours. Vous pouvez regarder leur travail sur YouTube, on a des live streams, des vidéos de leur travail et vous pouvez les voir travailler directement. On sensibilise localement les enfants dans les écoles, on sensibilise les pêcheurs. Je vous donne des exemples d'impact extrêmement concrets. En Thaïlande, on est allé recruter des pêcheurs qui maintenant, leur travail, c'est d'être un coral gardener, donc c'est-à-dire de s'occuper du corail au quotidien. La Polynésie française, après l'UNOC, après, pour ceux qui étaient à Nice, après toutes les annonces qu'il y a eu autour de la Polynésie, va officialiser le métier de coral gardeners. C'est un travail qu'on a fait depuis des années. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, que vous êtes un enfant et que vous avez des rêves plein la tête et que vous devez choisir un métier, vous pouvez choisir de devenir coral gardeners et d'être payé pour ça. Jardinier du corail. Jardinier du corail, sans passer par forcément 6 ans, 5 ans, 8 ans d'études. On a des personnes chez nous qui vendaient des glaces, qui étaient dans une situation compliquée ou qui ont plus de poissons à vendre parce qu'il y a beaucoup moins de poissons, qui sont coral gardeners et qui sont payés pour ça. Je vais plus vite, pardon. Oui, c'est bientôt ça, fini. c'est l'impact, c'est l'avant-après. Donc, comment ça fonctionne? On collecte sur des colonies mères des coraux qui sont en bonne santé, on les fragmente, on les place dans des nurseries. Ces nurseries, elles sont monitorées entre 1 an et 1 an et demi. Tous les jours, l'équipe va voir, enlève les algues, s'en occupe. Lorsqu'ils ont atteint la taille mature que vous voyez en bas à droite, on prend les patates, on les déplace et on les réimplante sur du récif endommagé. Et là, on s'occupe de kilomètres carrés de récif. Dont on va redonner vie. Ouais, c'est très dur à Marseille, j'ai essayé pendant 2 ans, mais c'est beaucoup plus dur en Méditerranée. Je finis là-dessus, pardon. Oui, il y a une chose qui est très importante dans tous les projets qu'on mène. Alors ici, on est sur des projets aussi beaucoup publics. Nous, on est 100% en privé pour l'instant. Ça va peut-être changer. La délégation est venue nous voir il y a quelques mois aussi à Tahiti et le président de la Polynésie nous soutient à présent. Il y a 2 choses très importantes à faire pour n'importe quel projet. C'est de suivre son impact, de partager son impact. Alors, on a tout le CG Lab chez nous, on a développé des applications, on connecte tout ça c'est disponible et visible par vous tous ici.
Moi, tous les jours, sur notre site internet, je permets aux gens d'adopter un corail. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, au lieu d'offrir n'importe quoi ou des cadeaux qui disparaissent, adoptez un corail. Et pendant 1 an et demi, les personnes vont pouvoir suivre l'évolution de ce corail. Je termine juste 1 minute. Les personnes vont pouvoir adopter un corail et suivre cette évolution. Donc vous offrez un cadeau qui fait du sens, je fais un peu de pub, mais en plus, pendant 1 an, vous allez être éduqué et sensibilisé à cette cause. C'est hyper important de suivre son impact, mais c'est aussi hyper important d'inspirer les gens. Je vois beaucoup trop d'assauts, de projets qui restent dans du vert clair, dans des choses qui ne sont pas assez sexy. Il faut être sexy, il faut adopter la tech et il faut montrer tout ce qu'on fait. On a des drones qui cartographient aussi et on bosse avec différents organismes pour ça. On met la tête sous l'eau, on filme tout le travail qu'on fait au quotidien, mais aussi on essaye de rendre ça super sexy et c'est comme ça qu'on arrive à sensibiliser. Aujourd'hui, on est le projet le plus suivi dans le monde. On a plus d'1 million de personnes qui nous suivent. Et ça, c'est un exemple très concret de notre travail. Donc, une des mesures d'impact de la restauration corallienne, c'est le retour des espèces. Donc, d'abord des espèces qui vivent et ensuite des prédateurs. On a créé une IA en interne qui permet le comptage d'espèces, qui est faite aussi avec des utilisateurs. Vous pouvez, vous tous, ou si vous allez nager dans le lagon à côté de nos caméras, détecter des espèces. Il y a des scientifiques qui s'amusent à le faire aussi et nous aider à identifier ça et à améliorer notre IA au quotidien. Donc, j'ai fini, pardon. Merci Constant, merci à vous, merci beaucoup. J'ai dépassé. Alors, pendant 1 heure, nous avons eu Emmanuel Alzuri, Marie-Angèle Aubin, aussi Anaïs Coulon, nous avons entendu Gilles Adelson, Juliette Guirado, aussi Isabelle Poitou, Christine Juste, qui sont avec nous, Philippe Vandemel, Robert Crost et Constant Müller-Brown. On les applaudit tous, on les remercie.